Bonjour à tous. Alors, nous sommes Migros Online. On va vous présenter notre retour d'expérience sur notre migration cloud qu'on a fait l'année passée. Donc, on va vous présenter un petit peu de contexte, les leçons qu'on a tirées de cette expérience de migration et la conclusion. Donc, la société Migros Online vient de la société Le Shop, fondée en 1997. Puis, en 2006, Migros entre au capital de la société. Et en 2019-2020, grosse période avec un rebranding, changement de raison sociale, on devient Migros Online, le Covid, triplement des effectifs de l'IT, donc pas mal de challenges. En 2022, on fusionne les sites de Migros et de Migros Online, un seul point d'entrée, sous la responsabilité de Migros Online. En parallèle de ça, du coup, question technique, comme toute startup qui se respecte, peu de moyens, on fait avec les moyens du bord, donc un seul centre de données, avec tout qui tourne dedans. Puis quand les moyens deviennent plus grands, on peut commencer à penser à des architectures multisites, de la redondance, des DRP, etc. Et depuis 2021-2022, le groupe adopte une stratégie tournée vers le cloud, donc commence à se poser des questions, migrer vers le cloud. En parallèle de ça, notre IT, chez Migros Online, a une vision. On veut offrir de la flexibilité à nos personnes à l'IT, avec la possibilité d'essayer des technologies, de pouvoir faire des expérimentations, mais aussi de l'agilité, de l'autonomie, pouvoir déployer rapidement, sans intervention le moins possible de la part de l'infrastructure, donc les développeurs mettre à bord pour les déploiements, et de la transparence pour la gestion de l'infrastructure avec de l'infra as code. Et tout le monde peut contribuer à ces choses-là. Pour notre migration, un point important à garder à l'esprit, c'est qu'on est parti avec les coûts, ce n'est pas un problème. Enfin, qu'on s'entende, ça n'a pas été le moteur de la migration, on n'a pas cherché à économiser, mais on n'a pas non plus cherché à faire x10. Donc c'est quelque chose qu'on avait à l'esprit, mais ce n'était pas le point clé de la migration. Alors on est parti de cette architecture on-premise, assez classique, avec 2 clusters applicatifs qui étaient disjoints, un cluster de load balancer en front, un cluster de back-end MS SQL, un stack d'observabilité avec de l'élastique, du Prometheus pour les métriques, donc des choses relativement courantes. Nos personnes de l'IT avec possibilité d'observer, définir leurs alertes, de contribuer à cette observabilité. En ce qui concerne le périmètre, donc notre périmètre interne, c'est nos dépôts. Donc on a du monde physique qui communique avec un firewall qui est géré par notre maison mère. Et pour le périmètre externe, nos utilisateurs finaux traverse un Content Delivery Network avant d'arriver sur les mêmes firewalls gérés par notre maison mère. Pour gérer, déployer, construire une stack on-premise pour notre Software Factory avec des outils du marché et certaines parties aussi faites maison. Pour le cloud, finalement, on est resté dans une architecture qui ressemble pas mal. On a simplifié un peu. On n'a plus 2 clusters applicatifs, on n'en a plus qu'un, qui est multizone. On garde des load balancers. On garde les back-end MS SQL. Premier changement, la stack d'observabilité. On a adopté une solution du marché. Toujours avec le même paradigme. Donc, tout le monde peut contribuer. Les périmètres restent les mêmes. Mais on passe toujours par notre maison mère pour tout ce qui est firewall. Donc cette partie-là, on ne la gère pas. Pareil pour le périmètre extérieur. Et là où on a vraiment beaucoup de changements, c'est la Software Factory, où on a adopté des solutions cloud pour tout, et aussi redéveloppé une partie de solutions maison. Alors notre migration, elle a commencé en septembre 2022. Avec les premières discussions de débauche, de périmètre, de qu'est-ce qu'on veut migrer, où est-ce qu'on veut migrer, quelles sont les technologies qu'on aimerait utiliser, etc. Et rapidement, ça a débouché sur la création de ce qu'on a appelé la Core Team,
où on avait des développeurs, de l'infrastructure, du management pour coordonner ce programme cloud pour gérer la migration. D'octobre à mars, on a développé dans l'idée un MVP prod ready avec l'idée de faire tourner au moins une application en production réelle. Avec une target à juin 2023 pour la migration. Pas de bol, on a manqué cette target, mais pour des raisons métiers, parce que les ressources étaient allouées pour développer de la fonctionnalité et non pas sur cette migration technique. Ça nous a permis de pouvoir capitaliser sur ce temps à disposition, vu que le délai a été déplacé à septembre, pour choisir une équipe de développement avec leurs microservices et de faire du dry run de migration, récupérer du feedback, améliorer notre infrastructure et du coup aussi préparer, améliorer nos outils de migration. Puis de septembre à octobre, on a fait la migration avec tous les microservices et le point d'orgue qui étaient nos grosses bases de données partagées par plusieurs microservices à fin octobre. Et à partir de novembre, on est entré dans la période d'hypercare ou aide post-migration avec des améliorations, commencer à bénéficier des fonctionnalités du cloud. Mais on trouvait que ce n'était pas assez challenging, donc on s'est rajouté des cheveux sur la soupe. Avec l'arrivée de la loi sur la protection des données au 1er septembre de l'année passée, les sujets liés à la GDPR qui ont chamboulé aussi nos designs d'infrastructure, et qu'aujourd'hui on continue d'avoir au cœur de tout changement, on doit tenir compte de ces choses-là directement. On a aussi décidé de changer la manière d'accéder à nos ressources, de passer d'un traditionnel VPN à un système Zero Trust. Et on a également introduit quelque chose qu'on n'avait pas, qui était de l'Application Performance Monitoring, basé sur les outils qu'on avait introduits. Donc voilà un petit peu notre cheminement de migration de cette année dernière. Alors, pour les lessons learned, en fait, ça c'est pour la suite de la session, divisée en 8 leçons, je crois. Donc, avant de rentrer vraiment dans les slides techniques, il était important pour nous de préciser, d'évoquer 2 points qui étaient importants dans cette migration et qui ont certainement beaucoup contribué à la réussite de ce projet de migration. Déjà, ça a été de pouvoir justifier cette migration en termes de valeur business. On ne l'a pas fait freestyle, bien évidemment. Bien qu'on avait une base déjà stratégique de l'entreprise qui nous pousse à aller dans ce sens-là, avec une politique cloud first et une suppression de nos data centers à plus ou moins court terme. Donc il n'empêche que nous, on avait chez Migros Online nos propres motivations à migrer dans le cloud. Parmi les plus importantes, certainement, on parlait de coûts tout à l'heure. Même si le coût n'était pas important, mais c'était quand même une bonne opportunité de réduire les investissements on-prem pour pouvoir adresser des besoins en sécurité, compliance, gestion des risques qui venaient de la maison mère. De bénéficier aussi du cloud pour continuer à accélérer notre innovation et à réduire nos temps de déploiement pour tout simplement répondre aux besoins clients, aux besoins de nos consommateurs le plus rapidement possible. Dans un marché concurrentiel, ce n'est pas négligeable. Et enfin, voilà, dans un registre un peu plus indirect, c'était aussi l'opportunité de réduire la charge cognitive de notre équipe d'infrastructure, justement en déléguant certaines activités d'infrastructure au cloud provider, tout en continuant à responsabiliser les développeurs en les rendant plus autonomes sur le provisioning et la consommation de nos services. Le deuxième point important pour nous, ça a été de mettre la collaboration au centre de ce projet de migration. Ça a été vraiment important, parce que vous pensez bien, j'imagine bien que cette réussite, en fait, elle ne tient pas qu'aux 4 personnes qui sont réunies ici, mais on a monté, comme le disait tout à l'heure Laurent, une core team.
donc une équipe restreinte de personnes de plusieurs domaines, dont nous 4, avec des développeurs, etc., donc comme l'a précisé Laurent, qui était engagée dans ces premières phases de construction de notre architecture, d'évaluation des services et de la planification. Ensuite, ça nous a permis de construire 3 piliers fondamentaux chez nous, qui ont été la fourniture du support et la communication vers les autres équipes de Migros Online, et de leur fournir du training, tout simplement pour accélérer l'adoption de ces nouvelles technologies et de les rendre plus sereines avant la migration. Et ensuite, comme le sujet était plutôt nouveau pour l'ensemble de l'équipe, on n'a pas hésité à demander de l'aide extérieure, surtout pour ces premières phases de construction d'architecture et cette fameuse landing zone, soit auprès de consulting externes, soit directement en posant des questions auprès de Microsoft, puisqu'on a choisi Microsoft, et aussi en renforçant notre collaboration avec les équipes de la maison mère, les équipes cloud, pour toutes les problématiques de connectivité entre notre infrastructure on-prem et le cloud. Alors justement, ce qui nous permet de faire la transition sur quelque chose qui est un peu plus technique, en regardant cette notion de collaboration, une des premières leçons qu'on a apprises, c'est de devoir composer avec une infrastructure plus black box. Pourquoi? Parce que dans le contexte initial, on avait une infrastructure full on-prem, la stack d'infrastructure, des applications jusqu'aux serveurs, les composants réseau dans les data centers étaient sous notre contrôle. Mais bien sûr, la migration, elle a clairement changé la donne. Pourquoi? Tout simplement, on a étendu notre infrastructure vers Azure avec des services PaaS ou IaaS, mais non exposés publiquement derrière des private endpoints ou avec des VNet, et un trafic réseau qui transite de l'on-prem vers Azure ou de Azure vers l'on-prem via une express route qui, elle, est gérée par la maison mère. Donc, pour pallier cette opacité, en quelque sorte, on a dû, d'une part, renforcer notre stack d'observabilité en y injectant de la télémétrie à différents niveaux de notre infrastructure, lorsque c'était possible, ou tout simplement en ajoutant de la collaboration dans nos processus de gestion d'incidents, soit avec les équipes de la Migros, soit avec le support Microsoft, en fonction du problème au niveau de notre architecture. Alors, comme on l'a vu avant, on a eu plus de 100 microservices à migrer en 1 mois et demi, à peu près. Donc, c'est pas possible de le faire à la main. Donc, on a créé nos propres outils qu'il a fallu documenter, tester, les rendre faciles à utiliser, parce qu'il fallait aussi pallier aux absences, aux vacances, aux imprévus. Pour les bases de données, on l'a fait en un deuxième temps. Ça n'a pas été fait en même temps que les microservices à proprement parler. Donc on a fait le même cheminement. On avait aussi plus d'une base de données à faire, donc on a aussi industrialisé. On a surtout évité les exceptions. Moins il y a d'exceptions, moins il y a de cas à gérer, plus c'est facile de développer des choses qui permettent de dérouler la migration. Une migration, ça peut mal se passer. Donc il a fallu aussi anticiper les rollbacks, écrire l'automatisation pour ces rollbacks et surtout les tester et ne pas arriver le jour où on en a besoin, ça ne marche pas. Ce qui nous a beaucoup aidé pour tout ça, c'est qu'en fait on avait déjà un landscape avec finalement une uniformité. On avait en gros 3 types de projets, des projets Java, des projets Angular et un projet un peu plus exotique, mais qui était construit toujours selon le même modèle. Et pour le déploiement, on avait un workflow de déploiement qui permettait de déployer quel que soit le type de projet. Et du coup, la transition vers le cloud est facilitée parce qu'il y a moins de choses à convertir, moins de choses à écrire. Par contre, là où on a eu un gros challenge, c'est que pour tout ce qui était la Software Factory, on a fait un paradigm shift de tout le stack technologique. Et là, il faut tout réapprendre. On est passé des pipelines Jenkins à du GitHub Actions, donc on passe à du Groovy à du YAML avec du script bash, des actions en Node.js, etc. Donc il faut tout se réapproprier. Pour stocker nos artefacts, c'est pareil, on avait un repos centralisé avec un outil du marché, et on est passé à plusieurs solutions différentes, situées au plus près des besoins, donc il a fallu se réapproprier aussi ces manières de faire, de gérer, le nettoyage, ce genre de choses. Pour la qualité du code, on a aussi changé de solution, on est resté chez le même fournisseur, mais
la solution cloud n'est pas pareille que la solution on-premise, donc il y a des adaptations à faire. Et enfin, l'infrastructure as code, qui était en on-premise basée principalement sur du Ansible, on est passé à des outils comme Terraform et TerraGrunt. Et donc là aussi, il faut réapprendre, s'approprier les technologies, les comprendre, les adopter. Et de nouveau, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est cette uniformité des workflows. Et ça nous a permis de pouvoir approcher nos objectifs de manière plus facile, avec pas trop d'exceptions à gérer. Ce qu'on a aussi appris, c'est que choisir des services dans le cloud, c'est bien, mais ça nécessite d'avoir une vue globale de ce qu'on veut faire, tant au niveau des technologies qu'on va choisir, comment elles vont s'intégrer les unes avec les autres, que des compétences dans l'équipe pour gérer ces technologies, que des contraintes qu'on peut avoir, des contraintes techniques telles que le réseau. Dans notre cas, ça a été beaucoup question de latence réseau. Et aussi dans le fait de vouloir faire une migration le plus un pour un possible en évitant de tout révolutionner. Et comme Laurent et David l'ont mentionné, le coût n'était pas un driver, mais au moment du choix des services, évidemment, on ne va pas vider le porte-monnaie pour chaque service. Donc on est parti d'un data center, de data center appartenant à la Migros, avec OpenShift pour la plateforme de containers et MS SQL pour ce qui est des bases de données. Et au moment de choisir nos services, on a eu deux possibilités, soit Azure, soit Google, parce que les deux étaient déjà intégrés à la Migros en termes de sécurité, en termes de réseau. Donc pour nous, c'était les seuls choix possibles. Mais du coup, pour choisir l'un ou l'autre, il a fallu analyser différents éléments, notamment la colonne vertébrale que sont la plateforme de containers et les bases de données. Donc pour ce qui est de la plateforme de containers, on était sur du OpenShift. On s'est posé la question, est-ce qu'on veut continuer à faire du OpenShift dans le cloud? Mais comme on n'utilisait pas vraiment de feature d'OpenShift, on s'est dit, alors on va aller sur un service fourni par les cloud providers, donc AKS ou GKE. Mais là, pas de préférence pour la gauche ou la droite. Et c'est vraiment en fait l'analyse des bases de données que David a faite qui nous a poussé d'un côté. Donc au moment de la migration, Azure était nettement en avance par rapport à nos besoins, tant en termes de capacité technique que de coûts et que d'intégration avec l'Azure Active Directory et tout ce qui est Entra ID qu'on utilise chez Migros Online. Donc, dès ce moment-là, on a choisi notre côté. On a décidé de rester sur Azure complètement pour s'éviter des problèmes d'interconnectivité et aussi pour profiter de tous les bénéfices d'être sur une seule et unique plateforme. Et dès ce moment-là, il y a eu d'autres sujets qui sont arrivés, un petit peu plus annexes, tels que la gestion des secrets, par exemple, où on partait d'un fichier centralisé en YAML, encrypté et géré par Ansible. Et on a eu le choix soit de rester sur Azure avec l'Azure Key Vault, soit la Migros avait aussi HashiCorp Vault à nous proposer. Et là, on a fait le choix de rester sur Azure pour la simplicité d'intégration, aussi pour une question de coût, et aussi par une volonté de changer notre manière de déployer l'infrastructure. Donc, historiquement, on avait une manière de déployer notre infrastructure avec du code très horizontal, très orienté domaine. Donc, on avait des playbooks Ansible pour déployer des VM, pour déployer des bases de données, etc., etc. Et on a voulu passer dans un modèle plus vertical, plus orienté projet, où chaque équipe va pouvoir déployer ses applications avec l'infrastructure qui va avec. Et en fait, ce qu'on a appris, c'est que vertical, c'est bien, mais ce n'est pas toujours complètement possible. Notamment en termes de plateforme, je pense que ça fait assez de sens de se dire que chaque projet... Alors, chez nous, un projet, c'est une application, c'est un container. Donc, par container, on ne va pas déployer un AKS, ça fait pas de sens. Donc, ça, c'est resté très horizontal, et ça l'était déjà avant. Pour ce qui est des containers en tant que tels, chaque équipe déployait ses propres containers, c'est toujours le cas. Pour les secrets, on l'a vu, on passe d'un fichier centralisé, très horizontal, géré par une seule équipe, à un key vault par projet géré par chaque équipe, donc beaucoup plus de flexibilité pour les équipes de développement. Et la base de données, on était aussi dans un mode très horizontal où tout était géré par notre équipe d'infrastructure. Et dans le cloud, on a voulu donner plus de liberté, mais pareil, on est dans une solution un peu hybride où les serveurs sont partagés et tout ce qui est database et user sont gérés automatiquement par les différentes équipes avec de l'infrastructure as code.
On a encore quelques bases de données horizontales, mais on tend vers un modèle où on donne plus de liberté aux équipes de développement pour gérer leurs propres ressources. Dans cette leçon, j'aimerais partager avec vous notre réflexion, comment nous avons voulu bâtir la sécurité et l'identité autour d'Azure, avec les 3 axes principaux qui sont l'audience, les objectifs qu'on s'est fixés et les moyens de sécurité que nous avons voulu mettre en place. Il faut savoir que à Migros Online, la plupart des équipes, on parle vraiment avec des équipes informatiques, donc on y retrouve nos data engineers, nos data solutions, notre communauté de développeurs, ainsi que la partie IT, comme nous pour la plateforme, ou la partie sécurité. En termes d'objectifs, on a voulu apporter de la transparence dans le déploiement des droits d'accès, afin de favoriser la collaboration avec les différentes équipes et la connaissance des différentes directives. On a voulu aussi standardiser et automatiser le déploiement de la sécurité, afin de garantir la sécurité tout au long du cycle de vie de la ressource. Il est aussi important pour nous de déployer les droits d'accès au plus proche de la ressource, afin de garantir toutes les rôles et responsabilités et de pouvoir mutualiser aussi nos ressources dans les mêmes souscriptions. On a voulu aussi consommer globalement tout ce qui était Entra ID, Azure AD anciennement, afin de simplifier la gestion et de profiter de tous les mécanismes d'authentification intégrés que nous avions. Aussi, dans cette partie-là, on a voulu globalement utiliser tout ce qui était Airbag, ABAC d'Azure, afin de simplifier la gestion et d'améliorer l'expérience en fait, au niveau de la documentation des droits d'accès, etc. En termes de moyens de sécurité que nous avons voulu mettre en place, pardon, excusez-moi. On a voulu globalement renforcer notre sécurité en utilisant tout ce qui était escalation de privilèges avec Azure PIM. On a aussi renforcé tout ce qui était accès conditionnel et MEFA. Et puis bien sûr, aujourd'hui, d'utiliser les bonnes pratiques au niveau de la ségrégation des droits et puis des rôles et responsabilités et les principes du moindre privilège. Tous ces objectifs nous ont permis de faire des avancées significatives dans différents domaines. Comme Laurent en parlait avant, c'est qu'on a pu accélérer aussi notre transition avec la GDPR ou la nouvelle loi de la protection des données suisse. On a grandement amélioré aussi tout ce qui était authentification avec nos différents composants. Aujourd'hui, on utilise les identités managées d'Azure qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des accès centralisés et des droits d'accès un peu global. On a aussi amélioré notre gouvernance au sein du groupe, ce qui a permis de renforcer notre posture au niveau de la sécurité et de la visibilité au sein du groupe Migros. On a aussi donc un projet complet de supprimer notre Active Directory on-premise afin de pouvoir de continuer dans notre transition cloud afin d'éliminer les derniers éléments. Et par ailleurs, on a aussi amélioré tout ce qui était traçabilité, audit et management au travers de tout ce qui était accès privilégié. En guise de conclusion de nos différentes leçons, mesdames, messieurs, je pense que j'aimerais partager avec vous ce petit message. C'est vraiment lors de nos premières phases de déploiement que nous avons pu mettre en place et découvrir et itérer les différentes solutions. Et c'est en ayant des approches itératives et d'adaptation que nous avons pu identifier des forces et des faiblesses de nos systèmes de déploiement. C'est grâce à cela aussi que ça nous a permis d'avoir un grand vecteur d'apprentissage, qui a permis aussi de faire du partage de connaissances en ayant découvert, en partageant nos expériences, nos défis, puis nos succès avec nos différents collègues, qui nous a permis aussi d'améliorer grandement notre force collective à exploiter les ressources offertes par Azure. Et pour terminer, je dirais qu'il nous reste encore un long chemin pour terminer cette transition cloud. Donc on va parler un peu de la partie FinOps.
Donc aujourd'hui, voilà, globalement, il nous reste cette partie-là, à améliorer la gestion de nos coûts, à continuer à promouvoir et à déployer de manière verticale, à améliorer notre gestion opérationnelle, à promouvoir et à inciter les équipes à faire de l'innovation et ainsi de continuer notre transition cloud en migrant nos derniers services on-premise ainsi que d'aligner sur nos modèles de déploiement toutes nos ressources déjà existantes qui sont dans Azure ou dans GCP. Voilà, je vous remercie pour votre attention.